Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, le podcast numéro 2 qui se concentrera sur cette semaine du 16 novembre avec à la fois les sorties cinéma, ressorties et sorties vidéo et notamment les événements cinéma qui sont à venir. Tout d'abord en cinéma, on a eu la race de sorties, on a eu plus de 10 sorties cette semaine, mais on a décidé de se concentrer sur deux petites sorties. Nous aurons d'abord Close Encounters with Vilmos Zsigmond de Pierre Filmon. Et nous aurons ensuite Tana de Bentley Dean et Martin Butler. Ensuite, en ressortie, nous traiterons du culte Un homme et une femme de Claude Lelouch, qui, je crois, fête ses 50 ans. Absolument. Et ensuite, en vidéo, nous parlerons de la fameuse édition Black and Chrome de Mad Max Fury Road. Et nous parlerons vite fait de quelques sorties vidéo qui valent le coup pour notamment les périodes de Noël. Et ensuite, en événement, nous parlerons rapidement du TCM Festival qui aura lieu au Fauvette du 24 au 27 novembre. Mais commençons dès à présent avec ce documentaire qui vaut le détour puisqu'il nous parle donc du chef opérateur, enfin même directeur de la photographie Vilmos Zsigmond, donc qui était hongrois et a fait sa grande carrière dans les années 70 à Hollywood puisqu'il nous a quitté le 1er janvier 2016, donc il a entamé cette année funeste pour le cinéma, la musique, enfin toute la culture. Et donc c'est un documentaire de Pierre Filmon qui retrace à la fois son parcours, puisque c'est quasiment un docu autobiographique, puisque le chef opérateur s'exprime lui-même devant la caméra de Pierre Filmon et retrace sa carrière, Marc. Voilà, Pierre Filmon a notamment profité du fait que Vilmos Zsigmond soit l'invité du Grand Action en 2014 pour une rétrospective sur sa carrière. Voilà, Cinéma Grand Action qui est un cinéma à Paris. Voilà, dans le 5e. Et du coup, le film se déroule dans le Grand Action. Alors, c'est marrant parce qu'il est essentiellement diffusé là-bas au Grand Action. Donc, on le voit dans le Grand Action, on le voit dans la salle même où Vilmos Zsigmond donne sa masterclass dans le film. Et du coup, voilà, en partant sur... alors, le film commence de manière assez intéressante, en fait, puisque Pierre Filmon, avec Vilmos Zsigmond, réfléchit d'ores et déjà dans la séquence d'ouverture comment un petit peu on fait une image. Il lui montre le cadre, est-ce que tu veux t'asseoir là, un petit peu plus haut, le cadre plus à droite, plus à gauche, contre-jour, pas contre-jour, etc. Là, j'ai mis une focale 35 mm, etc. Donc, déjà, l'occasion de constater que Vilmos est très sympathique. Mais ensuite, c'est surtout le départ pour une aventure qui fait quand même le tour plus d'une quarantaine d'années de cinéma sur plusieurs pays, avec une histoire qui part de Hongrie dans des circonstances pas forcément exceptionnellement joyeuses, avec une migration vers les États-Unis et des débuts difficiles aux États-Unis comme beaucoup en ont eu. Et voilà, aujourd'hui on connaît, alors pour ceux qui ne connaissent pas Vilmos Zsigmond, c'est un chef opérateur, un directeur de la photographie qui est essentiellement connu pour ses travaux dans les années 70-80. Il a commencé dans les années 60, il a terminé dans les années 2000, mais surtout 70-80, chez Brian De Palma dans Blowout, pour Robert Altman dans McCabe and Mrs. Miller, surtout pour Michael Cimino dans Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis. Et voilà, il est connu pour ses tons photographiques un petit peu surexposé dans les couleurs et justement sous-exposé dès que c'est assez dans les tons sombres, et il a une palette graphique, il aime bien le ton ocre, etc. Et c'est carrément le mentor de certains chefs opérateurs comme Darius Khondji, qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire. Et le documentaire, c'est justement l'occasion aussi d'aller à la rencontre d'autres grands directeurs de la photographie qui parlent du travail de Vilmos Zsigmond, ou qui parlent du moins du travail de directeur de la photo en général. Donc de mémoire, il y a Vittorio Storaro, il y a Askel Zexler qui est aussi décédé peu de temps avant, je crois, Vilmos Zsigmond. Donc il y a Darius Khondji, il y a Bruno Delbonnel qui est plus contemporain. Et donc voilà, donc c'est une manière de réfléchir l'image, surtout parce que donc comment Vilmos Zsigmond utilise des sources de lumière dans le champ de l'image, comment il joue justement là-dessus, on le voit très bien si vous regardez McCabe and Mrs. Miller avec les lampes à pétrole dans le champ de l'image qui sont l'unique source de lumière de l'image, où il y a Peter Fonda qui revient avec le travail qu'il a fait sur L'Homme sans frontières, qui est un des premiers petits gros film, entre très gros guillemets, un des premiers gros films de Vilmos Zsigmond, surtout le travail qu'il a fait sur l'éclairage, etc. Donc
C'est vraiment beau parce qu'en plus on traverse une période de cinéma qu'aujourd'hui, je dirais pas qu'on regrette un peu, mais qui était une période d'inventivité certaine, d'audace visuelle certaine, qui entremêlait le réalisme à un vrai sens pictural. D'ailleurs, Vilmos Zsigmond aime bien se résumer son style en disant qu'il fait du réalisme poétique. Alors il précise pas s'il y a un lien par rapport au réalisme poétique français, mais après c'est pas forcément exclu en fait, vu leur patte photographique et surtout vu l'intention stylistique qui est derrière. Moi je me souviens surtout, tu parlais, donc c'était une autre époque. Donc il a eu son Oscar, il a eu un Oscar quand même dans toute sa carrière, c'était pour Close Encounters of the Third Kind, donc Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, sorti en 1977. Et en fait, je me souviens donc d'une anecdote, c'est que John Boorman, donc qui a réalisé Délivrance avec Vilmos Zsigmond à l'image, c'est qu'il avait choisi ce directeur de la photographie en particulier, puisque donc dans les années 60, il avait filmé donc l'invasion des chars soviétiques en Hongrie. Et il avait filmé justement cette guerre civile avec ses caméras, et donc il avait ce bagage-là de filmer la guerre, et il avait besoin de et donc John Boorman avait besoin de cette expérience-là, en tout cas visuelle, pour son film Délivrance qui se déroulait donc dans la forêt que tout le monde connaît désormais. Et c'est vrai que c'est une autre époque, c'est un autre bagage. On a aussi un long passage sur le film The Rose avec Bette Midler, où justement il y a Ascal Wexler et il y a Laszlo Kovacs, enfin il y a d'autres chefs opérateurs qui ont été appelés à l'aide par Vilmos Zsigmond, parce que tu as une scène, donc tu as Bette Midler, donc ils reconstruisent une scène de concert, et en fait tu as tous les chefs opérateurs, genre chacun a un axe. Ouais. Voilà, le top du top de l'époque, chacun a son axe, chacun a sa caméra à l'épaule comme un GRI, et il est envoyé dans la fosse pour filmer le concert en live, quoi. Et après, visuellement, le film est vraiment sublime, quoi. Ouais, surtout que ça, je ne veux pas non plus être pessimiste, mais ça, c'est un truc qui n'existerait plus du tout aujourd'hui. Ça serait plus du tout possible pour même les grands chefs opérateurs qu'il y a actuellement de dire j'appelle tous mes copains d'autres chefs opérateurs, d'autres films, d'autres studios, etc. Venez m'aider, prenez cette caméra-là, faites ce que vous voulez. Enfin, vous êtes des grands, faites ce que vous voulez, allez dans la fosse. C'est juste pas possible. Enfin, après, il y a même des travaux. Quand justement John Boorman, puisque tu en parlais, parle de ce qu'il a fait comme genre de plan avec Vilmos Zsigmond à l'époque sur Délivrance. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à faire, quoi. En plus, moi, ça m'a refait penser pas mal au documentaire Side by Side qu'on conseille également, puisque en fait, à l'époque, donc on tournait forcément tout en pellicule, et donc le chef opérateur avait vraiment, enfin, directeur de la photographie, décidément, avait vraiment une importance sur le film, sur l'aspect visuel du film, puisqu'en gros, il était le seul à savoir à quoi allait ressembler l'image à la fin, puisque bon, évidemment, on avait le petit cadre en retour, on savait à quoi... Quand il y avait un retour. Voilà, quand il y avait un retour, on savait où commençait, en haut, en bas, à gauche, à droite, l'image, mais on ne savait pas l'aspect... Il n'y avait pas la photochimie qui était appliquée dessus. Voilà. Et d'ailleurs, justement, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu, dont Pierre Filmon et Vilmos font mention dans le documentaire, c'est le travail du chef opérateur dans les bains de développement, dans les bains photographiques, et où justement... donc l'implication dans le développement, et où Vilmos parle de son travail sur McCabe et Mrs. Miller, John McCabe de Robert Altman, où ils ont fait flasher la pellicule, c'est-à-dire la surexposer un tout petit peu, ce que tous les laboratoires américains auraient refusé, ce que le studio a refusé, donc ils l'ont fait au Canada sur les fonds propres de Robert Altman. Et où Vilmos disait que le studio, quand il a vu le film, il a trouvé ça désastreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pellicule, vous êtes raté, c'est surexposé. Non, c'est voulu, c'est comme ça, etc. C'était aussi un moyen pour pas que le studio retraficote. Retraficote derrière, parce qu'en plus le négatif était à jamais altéré. C'était pas une copie qui avait été altérée, c'était le négatif. Et il y a une très beau. Alors je sais plus qui en parle. C'est peut-être Vittorio Storaro. Il y a une très belle réflexion sur qu'est-ce que c'est apporter une innovation sur le cinéma, et dans le cinéma, dans la technique ou l'art du cinéma. Et c'est quand on atteint un point où on ne peut plus revenir en arrière. On a apporté quelque chose qui est devenu une pierre, une clé de voûte qui tient une nouvelle arcade du cinéma, et qu'on ne peut plus revenir en arrière, et que ça ouvre un nouveau champ de possibles. Et c'est du coup ce qu'a fait Vilmos Zsigmond. Voilà, donc on vous conseille fortement donc Close Encounters with Vilmos Zsigmond chez Lost Film, donc réalisé par Pierre Filmon, et en salle depuis le 16 novembre.
Le 16 novembre également, nous avions Tana, Voilà. donc un plus petit film, un peu plus intimiste. D'ailleurs, pendant un long moment, on a hésité avec Marc à vous en parler parce qu'on ne savait pas si on allait trouver le temps d'aller le voir. Et puis finalement, on s'est donné le courage d'y aller le voir et puis on a bien fait. Donc c'est un film de Bentley Dean et Martin Butler. Butler, voilà. Et donc ça nous a fait voyager, je crois. Plutôt parce que en l'occurrence ça nous emmène dans le Pacifique sud-est, dans les terres voisines donc, du continent australien. On est sur le Vanuatu, quoi. Voilà, absolument. On suit une histoire qui est somme toute très simple, mais qui est un récit assez universel, qui est deux amants impossibles qui sont séparés par la tradition. En l'occurrence, un guerrier et une jeune femme d'un village où la jeune femme est promise à une tribu ennemie. Au fils du chef de la tribu ennemie qui en plus a blessé le chaman de la tribu de la jeune fille. Enfin, voilà. Donc, et qui évidemment se dresse contre la tradition, fuit le village et ils sont entre guillemets traqués, parce que c'est pas tout à fait ça, mais traqués à la fois par les leurs et par les gens du village ennemi. Et du coup en fait le principal avantage du film, on va pas se mentir non plus, c'est pas tant son développement scénaristique, du coup quelque chose d'assez universel, assez... C'est Roméo et Juliette, voilà. On l'a vu 1000 fois, mais... C'est son cadre, en fait, simplement, parce que c'est le genre de film que j'aime bien, qui est tout petit, qui est un peu maladroitement tourné, qui est le genre de film qui est par exemple très largement permis, ça on pourrait en parler, mais c'est le genre de film qui est très largement permis par la technologie numérique, par le fait que les caméras numériques deviennent très accessibles, on puisse facilement les tourner dans un endroit très compliqué, et puis que la caméra en elle-même soit pas chère, et du coup... Alors par exemple, tu vois, la direction, le film peut avoir des jolis cadres, la direction photographique n'est pas forcément très jolie, mais qu'importe en fait, le film il apporte une fraîcheur, il apporte des rituels, des langues qu'on ne connaît pas forcément. Alors là, du coup, ça devient subjectif à notre culture, l'appréciation, mais c'est comme la fois dernière quand on parlait du client aussi, c'est un regard vers des cultures qu'on ne connaît pas forcément. Alors là, on connaît encore moins bien. En plus, le film est contemporain. Alors, il n'est pas vraiment situé dans... Pas trop le dire non plus, pour ceux qui voudront le découvrir, mais c'est lié par rapport quand même à une certaine... En tout cas, aux périodes contemporaines. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réflexion, toujours un thème que j'aime bien, je sais qu'on aime bien tous les deux, qui est une réflexion sur l'importance de la préservation de la culture. Des traditions, des rituels. Traditions, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, la réflexion sur la tradition. Genre, il faut garder la tradition, parce que c'est nous, mais en même temps, la tradition est datée. Et la tradition, elle n'est pas juste, elle est inhumaine d'un certain point de vue, on va dire. Et il y a toute une réflexion un petit peu très compliquée que beaucoup de cultures se posent en ce moment, surtout par rapport aux valeurs un petit peu, on va dire, imposées par l'Occident, qui est la préservation d'une culture qui reflète des mœurs d'un autre temps, parfois injustes, mais qui correspondent à entre guillemets des nécessités. Par exemple, dans le film, c'est une nécessité politique, c'est éviter la guerre entre deux tribus, comme on a fait très souvent en Europe. Et ensuite, confronter ça à tout simplement deux guerriers, enfin un guerrier et une femme d'un village qui s'aiment modestement, dans un cadre qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs, il varie pas mal son cadre parce que ça se passe pas que dans la forêt, dans la forêt de l'île. On a des plaines désertiques, etc. Et pour cause, parce qu'il y a un volcan qui est pas loin, qui est d'ailleurs le volcan qu'on voit dans Into the Inferno. Into the Inferno de Werner Herzog. Voilà, donc deux amants qui se dressent face à un volcan qui est en train pas qui est en train d'exploser, mais qui est en fusion. C'est quand même de belles images qu'on voit encore une fois pas souvent. Donc, et du coup, il y a cette surprise du petit film qui arrive du bout du monde, qui a été tourné assez modestement. Ça se voit dans le générique d'ailleurs, puisque chacun des réalisateurs occupe plusieurs postes. Ce qui est étonnant, c'est autant à la bande originale, on retrouve Lisa Gerrard, qui fait quelques vocalises pour la bande originale. Mais justement, tu as l'un des réalisateurs, c'est le caméraman, et l'autre réalisateur, c'est celui qui prend le son. Et on a l'impression qu'ils étaient que deux sur le tournage, et en fait avec que des acteurs non professionnels. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui parle des tribus du Vanuatu, donc à la fois
bon, sans trop révéler, mais à la fois ceux qui sont restés dans les traditions, donc dans la tradition ancestrale, qui sont les derniers représentants d'une culture en disparition, mais aussi d'autres qui ont accepté le christianisme, la modernité avec des guillemets, on ne voit pas, mais donc la modernité avec des guillemets, et on a cette confrontation permanente entre donc ces deux amants qui ne peuvent plus vivre chez eux, puisque en quelque sorte tout le monde est contre eux, parce que à la fois donc la tribu ennemie, de base, nous spectateurs, on est avec eux, donc on ne veut pas de cette tribu ennemie où c'est tous des, on va dire, tous des idiots et des méchants, donc on n'a pas envie de s'associer avec eux. Mais en plus, les hommes du village ne sont pas d'accord, puisque en gros c'est le côté politique, c'est donc c'est le petit-fils du chef qui s'oppose donc à ce mariage forcé parce qu'il est amoureux de cette femme et donc il décide de s'enfuir avec elle. Donc il crée un problème politique et qui risque de conduire à la guerre entre les deux tribus. Et en plus, même les femmes, donc on pourrait dire, bah non, les femmes elles pourraient défendre le point de vue amoureux, les sentiments. Bah non, toutes les femmes du village, en fait, ce qu'on comprend en sous-texte, c'est que toutes sont issues d'un mariage forcé entre les tribus, justement pour perpétuer la tradition, et qu'elles conçoivent, on ne voit aucun problème à ça. Elles disent ouais, bah moi j'ai été mariée de force. Au début c'était difficile, mais j'ai accepté et tout était très bien après. Et donc on a juste ces deux amants, cet homme, cette femme, qui sont contre tout le monde et qui décident donc de s'enfuir et d'essayer d'exprimer leur amour n'importe où ils pourraient être libres. Et je trouve que cette fuite, même une fuite en avant, a été très 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 jolie, même si au niveau des éclairages, de la technique, on est vraiment au minimum garanti. Mais au moins, les deux gars qui ont fait le film, ils tiennent leur sujet, ils tiennent leurs acteurs non professionnels et tout ça, et c'est un beau témoignage justement sur une culture qu'on voit pas assez souvent au cinéma, quoi. Complètement. Et en plus, ils évitent le cucu de la romance. En fait, ils s'en tiennent à un film qui est, somme toute, j'aime pas trop le terme, mais qui est somme toute très efficace. Parfois il est un petit peu longuet, mais on va dire qu'il n'y a pas de surplus dans l'intrigue, même s'il y a par exemple un personnage, un des personnages principaux, c'est la petite sœur de l'héroïne. On pourrait se dire qu'elle est dispensable, mais elle apporte une nuance de point de vue qui est bienvenue. En fait, le début du film commence avec elle, en fait. Voilà. On a un petit peu son point de vue, puis finalement on le perd. Puis elle représente aussi la nouvelle génération à venir qui va, entre guillemets, avoir appris de cette histoire, parce que le film c'est une histoire vraie, hein. Aussi, on ne l'a pas dit, c'est une histoire vraie que le peuple a connue, qui a été transmise dans les chansons, parce que du coup c'est comme ça qu'on se transmet l'histoire. Et tout à l'heure, toi qui parlais justement de la tradition, que même les femmes elles sont comme ça, il y a un dernier parallèle qui est encore plus intéressant, mais je ne vais pas non plus trop en dire pour ne pas spoiler, mais c'est que un des chefs, pas un des chefs, mais un des guerriers en tout cas, rappelle que il n'y a pas que chez eux, c'est là-bas, que même en Occident, chez les rois, en Occident, c'est aussi rois, comme ça. Les grands rois d'Europe, c'est pareil, on se marie de force pour la politique. C'est comme ça chez les rois en Europe, c'est un truc universel. Et donc du coup, en plus, ça remet vraiment en perspective le film. Je veux dire, c'est pas juste, ça le cloisonne pas du reste du monde en disant regardez là, c'est des barbares. Enfin, c'est quand même assez intelligemment pensé. Et puis voilà, je défie quand même quiconque de venir me dire oh, c'est banal, on voit souvent des films comme ça. L'histoire, oui, mais le cadre. Puis le fond, tout ça apporte beaucoup. Donc, je pense qu'on espère vous avoir donné envie d'aller voir donc Tana, donc de Ben Cleddine et Martin Butler, donc chez Urban Distribution, donc sorti le 16 novembre 2016. Essayez de le voir, c'est dans très peu de salles, mais ça vaut vraiment le détour. Aussi dans très peu de salles, mais ça, il a tourné pendant combien, 50 ans maintenant ? 50. Voilà, 50 ans, tout juste. 50 ans. Voilà, c'est le grand film culte de Claude Lelouch, c'est Un homme et une femme. Voilà, Shabada. Voilà, Shabada, donc avec Jean-Luc Trintignant et Anouk Aimée. Et ça, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà, donc c'est sorti donc, il y a un demi-siècle, on est en plein 50 ans de Un homme, une femme. Qui, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il ne faut pas oublier quand même que lorsqu'il est sorti en 1966, il s'est tapé un joli petit palmarès. Ouais. Il a eu un succès international interplanétaire
puisque, alors je ne vais pas tout citer, mais il y a quelque part sur l'étagère de Claude Lelouch une palme d'or, l'Oscar du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur scénario original, le Golden Globe du meilleur film étranger, le Golden Globe du meilleur réalisateur, puis ensuite meilleure actrice dans un film dramatique pour Anouk Aimée, meilleure musique de film pour Francis Lay. Bon, Voilà. c'est une jolie étagère. Et bon, déjà avec la palme d'or, ça fait quand même plaisir. Et donc Claude Lelouch qui a une carrière alors qui est un petit peu en dents de scie, surtout depuis les années 80-90, qui n'a pas empêché de faire de jolis films, et dont on oublie un peu, c'est la première chose dont on se rend compte quand on voit ou qu'on revoit en tout cas Un homme et une femme, c'est que Claude Lelouch c'est un grand formaliste. Alors on va rappeler un petit peu l'histoire d'Un homme et une femme, même si est-ce qu'il y a besoin? C'est un homme célibataire, pilote de course, qui rencontre une femme célibataire qui est script. Voilà. Et ils ont tous les deux un enfant, ils se connaissent par leur enfant qui sont dans une pension à Deauville. À Deauville, le film se déroule entre Deauville et Paris, quelques autres endroits, mais Deauville-Paris. Donc il est aussi célèbre pour ces images de Deauville, des planches de la plage, avant qu'il y ait d'ailleurs le festival du cinéma américain. Donc c'est ces planches qui ne sont pas encore liées au cinéma, donc je pense que le film de Lelouch y est pour beaucoup. Et donc voilà, donc c'est une romance d'apparence simple, mais finalement plus compliquée parce qu'il y a du deuil derrière tout ça, évidemment. Et c'est aussi un film qui s'inscrit dans pas je dirais la grande tradition, mais dans la tradition tout court des mélos français modernes, qui sont empreints un petit peu de l'esprit de la nouvelle vague, même si c'est pas forcément ce qui caractérise Claude Lelouch, mais passons. Et c'est un film typique de Lelouch parce que voilà, c'est Lelouch qui part un petit peu dans tous les sens aussi. C'est aussi ça qu'on fait un grand film. Tu te demandes, est-ce que Lelouch n'aurait pas voulu faire plusieurs films? Par exemple, à chaque fois qu'un personnage... Ça reste deux personnages qui apprennent à se connaître. Donc en apprenant à se connaître, ils se racontent leur vie. Un tel dit moi je suis scribe, donc boum, Lelouch te fait des digressions cinématographiques sur des gens sur des plateaux, avec des films avec des explosions, des films d'action, des cascades, enfin voilà, donc on sort de la romance classique. Voilà, Jean-Louis Trintignant, pilote. Alors là Claude Lelouch laisse filer sa passion parce que c'était un grand amateur de voitures. Il est pilote, enfin il est d'ailleurs, il n'est pas encore mort, mais il est pilote Lelouch. Et je fais une parenthèse, si vous n'avez pas vu C'était un rendez-vous, vous voyez, C'était un rendez-vous, c'est un court-métrage qui dure 8-9 minutes de Claude Lelouch qui conduit à toute berzingue dans Paris, qui risque de tuer, qui manque de tuer 10 personnes, mais bon. Et ça se voit vraiment dans ce film-là, à tel point qu'on se demande, parce que je me suis fait une petite réflexion en le revoyant, mais on se demande si Claude Lelouch n'aurait pas fait un bon Michel Vaillant, parce qu'il y a des BD qui sont dispersés, il aime vraisemblablement la BD, il y a des BD dispersés un peu partout dans le film. Est-ce qu'il n'aurait pas fait un bon Michel Vaillant, Claude Lelouch? C'est très probable. Puis même moi, ce que j'aime bien aussi dedans, c'est que tu as tous les changements de séquence à une autre. Voilà. On passe du noir et blanc. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est un grand formalisme. Ouais. Bah, vas-y. Et en fait, donc de ce que j'ai compris, donc déjà, rien qu'au niveau de l'écriture, ça a été une écriture en quelques jours à peine. Enfin, il a eu une idée en voyant un couple... je crois que c'était à Deauville, et puis boum, il a écrit son scénario rapidement. Mais après, personne ne voulait le produire parce que justement, son film précédent, qui était... Alors hop, Les Grands Moments. Les Grands Moments a été un échec terrible, ça a été un four au box-office, et donc plus personne ne voulait le produire. Et puis finalement, donc le producteur d'Un homme et une femme s'est dit allez, on essaie. Par contre, il y aurait du budget, mais je veux de la couleur. Parce qu'avant, Claude Lelouch était formellement pour le noir et blanc. Et là, tout d'un coup, ok, je vais tourner en couleur, mais je vais essayer de trouver le moyen. Il a paradé, oui. Voilà, il va essayer de trouver le moyen de l'utiliser. Et donc, on a, en changeant de séquence à chaque fois, on passe du noir et blanc à la couleur. Et ça donne vraiment un ton, une atmosphère à chaque fois, à chaque séquence, vraiment intéressante et qui nous donne un certain recul justement sur les sentiments qui sont en construction. Ouais, en plus Claude Lelouch aime bien les images filtrées. Il y a ça. Si vous avez vu Le Bon et les Méchants, il y a ça dedans aussi. Et en plus, Claude Lelouch, qui opère lui-même enfin, c'est lui qui a fait la photo de Un homme et une femme. C'est quand même aussi un solide technicien et c'est un cadreur, donc c'est lui qui cadre aussi. C'est un cadreur assez remarquable, je trouve, parce qu'il aime beaucoup la caméra épaule et il aime beaucoup faire des plans un petit peu complexes, c'est-à-dire un plan qui peut être un plan fixe pendant 1 ou 2 minutes sur 2 personnes qui discutent, et ensuite en caméra épaule, on part en suivant dans un appartement. Et ça peut paraître bête à faire, mais en fait, c'est ce que je disais, ça traduit quand même un certain grand formalisme. Et qui épouse, le film est court, mais quelque part, on envie de dire que ça épouse une grande histoire dramatique. Qui est grand dans le sens où
En fait, elle a rien de complexe, mais elle arrive à émouvoir. Parce que on va pas se mentir, il y a aussi les acteurs. Enfin, il y a Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Enfin, c'est un duo qui a une alchimie qui immédiatement marche, et ça aussi, c'est un petit peu inexplicable. C'est-à-dire que tu fais un plan sur eux, tu mets les deux ensemble dans une cage d'ascenseur à 2 cm l'un de l'autre. Ouais. Les choses font que ça marche immédiatement. Puis, ce que je trouve assez bien, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on va pas raconter la fin, mais je trouve que le film il raconte tout ce qui est beau dans l'amour, justement, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et de prédire. On ne peut pas avoir un schéma préétabli, et c'est toujours en agissant par nous-mêmes qu'on peut rendre la chose encore plus magnifique, quoi. Voilà. En tout cas, ça c'est justement le mélo par excellence, enfin pas le mélo, mais le drame amoureux par excellence, qui prouve bien que ça n'implique pas forcément une histoire courue d'avance, prévisible ou quoi que ce soit, parce que là on est pris dans je dirais pas un torrent de surprise, mais un tourbillon. Non, mais c'est un peu cucu, mais un tourbillon d'émotions qui est vraiment, et ça le Lelouch le capte très bien, qui est imprévisible, et qui d'ailleurs à un moment devient vraiment un tourbillon de plans d'ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà, c'est top. Un homme, une femme, Palme d'Or, donc tout est dit. Donc en plus, version restaurée, distribuée par Sophie Dulac. Donc Un homme et une femme, donc pour les 50 ans de Claude Lelouch, à voir absolument en salle, si vous le pouvez, vous ne le regretterez pas, à voir donc ou à revoir. Côté vidéo, bon là on revient à quelque chose de beaucoup plus récent, mais cette fois qui passe de la couleur au noir et blanc. C'est donc Mad Max Fury Road de l'ami australien George Miller, et donc qui était notre top 1 l'an dernier au FDBF. C'est un film pas mal. Voilà, c'est un film sympathique, sympatoche. Et donc, longtemps, nous avons eu cette rumeur comme quoi il existerait une version noir et blanc et qui serait plus efficace, plus intéressante. Et finalement, la voilà, elle nous débarque dans une version High Octane Collection, où en fait, c'est un coffret qui rassemble les 4 films Mad Max, du premier, deuxième, troisième, quatrième en couleur, et un 5e Blu-ray ou DVD qui rajoute cette version noir et blanc. Donc on voulait en parler justement parce que ça vaut quand même le détour qu'un réalisateur aussi moderne et avant-gardiste à 70 ballets décide de revenir au noir et blanc. En l'occurrence, ça me fait penser à deux choses. C'est la première, alors c'est pas vraiment au même niveau, mais c'est ce qu'Alfonso Cuarón avait fait sur Gravity, et la version qu'il avait ressortie sans musique, sans la musique de Stephen Price, où il y avait du coup que du sound design, qui est vraisemblablement la version qu'il souhaitait à la base. Oui. Et là, c'est un petit peu pareil, puisque vraisemblablement, George Miller aurait voulu tourner Mad Max Fury Road en noir et blanc, et la Warner et Village Roadshow étaient moyen chaud. Bon, c'est vrai que le noir et blanc, ça s'emballe pas trop le public d'aujourd'hui, mais vite fait, juste sur Gravity, la version donc silencieuse, donc dans l'espace, il y a quand même des petits instants musicaux, mais très rapides, de Stephen Price, et en l'ayant vu, je trouve que la version finalement avec la musique, même si la musique elle n'est pas extraordinaire, je trouve que la version avec la musique reste quand même plus efficace. Mais on revient à Mad Max. Et là sur Mad Max, il y a un truc que je pense qu'on a tous remarqué sur Mad Max, c'est l'exceptionnel sens de la mise en scène, de la composition et du montage. Et du coup là, ça me fait penser à une deuxième chose, que si tu ôtes entre guillemets un peu la distraction que représente la couleur dans ce film, parce que la couleur est très très flashy dans Fury Road, à contrario de Road Warrior qui était un peu plus terne. À la rigueur, le troisième était plus coloré, mais Road Warrior était un peu plus terne. Donc si tu ôtes cette distraction qu'est la couleur, tu es d'autant plus concentré sur le cadre, la composition, le montage, etc. Et du coup, ça me fait penser à un travail que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui date de 2014, de Steven Soderbergh, qui a fait une recut, même s'il n'a rien remonté en soi, des Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, en noir et blanc, sans dialogue, sans son, mais avec que de la musique électronique de Trent Reznor et Atticus Ross. Donc c'est un truc qui est complètement planant, mais surtout le but de l'exercice, il le disait lui-même, c'est de sensibiliser entre guillemets à la démarche de composition, de mise en scène, de pur montage de Steven Spielberg, en évacuant la distraction que représentent les couleurs, les dialogues, etc. Et du coup, je crois que c'est un peu le même exercice aussi que poursuit George Miller quand il fait Mad Max Fury Road en black and chrome, quoi. Voilà, en plus, donc c'est pas juste on a baissé. Et tout le film a été réétalonné en conséquence. Voilà, c'était réétalonné, et puis ça se voit, par exemple, juste sur le visage de
d'Immortan Joe, tout de suite, les rides qu'on voyait à peine sur la version couleur, là tout d'un coup elles explosent à l'écran, on a vraiment l'impression de voir un squelette qui nous arrive dessus. Pareil, tous les passages de nuit aussi, tout d'un coup on a comme un voile là-dessus, alors qu'avant c'était juste un retravail de la photographie, ouais. C'était un peu la fameuse nuit américaine qui bleutait la nuit. Là, tout d'un coup, c'est un gros voile gris qui vous pèse dessus. Et étonnamment, le film fonctionne toujours aussi bien, en fait. Ça propose une toute autre vision du film, et il y en a certains, j'ai pu voir notamment sur certains forums ou certains critiques, qui disaient « Je ne pourrais plus voir Mad Max Fury Road que en version donc Black and Chrome, en version noir et blanc, parce que c'est complètement révolutionnaire, quoi. » Après, du coup, on verra qu'est-ce que George Miller va faire sur le prochain, qui est en cours de chantier, mais qui reste un petit peu vague. On est à mi-chemin. Normalement, ce serait un préquel donc sur la jeunesse de Furiosa, mais un autre. Je sais pas, parce qu'à un moment, il a dit qu'il n'était pas sûr à cause de Charlize Theron. Voilà. Enfin, bon. Du coup, quelle direction il va prendre? Parce que ça se trouve, il va finalement vraiment le tourner en noir et blanc, comme il aurait voulu, faire la nique à tout le monde. Ce qui serait très drôle et très intéressant, mais du coup c'est aussi très bien entre guillemets qu'un vieux entre guillemets toujours cinéaste comme George Miller s'approprie, ça c'est toujours un truc qui est chouette avec les vieux, c'est qu'il s'approprie la technologie moderne qui est alors en l'occurrence tout l'étalonnage numérique, et puis aussi bêtement, c'est bête à dire, mais les possibilités de la vidéo, c'est-à-dire les possibilités de sortir une version alternative qui ne change pas l'original est toujours disponible. Il propose les deux, et voilà, il dit voici, moi George Miller, je fais ces deux versions, moi j'ai ma préférée. Mais il n'a pas non moins travaillé sur l'autre. Voilà, et du coup c'est intéressant d'avoir entre guillemets le même film avec juste une seule composante qui change et qui arrive à tout changer. Donc Mad Max Fury Road, donc version Black and Chrome, donc disponible depuis le 17 novembre en vidéo. Donc après en France, elle est uniquement disponible dans un coffret, on va dire intégral, avec les 4 films plus cette version Black and Chrome du 4e film, donc la version High Octane Collection, qui est disponible à la fois juste dans un coffret, donc 5 DVD ou Blu-ray, ou dans un méga coffret qui rassemble avec d'autres making-of, les DVD des films et tout ça. Je crois qu'il y a 12-13 disques, enfin c'est un truc... Puis vous avez la voiture, mais taille réelle, qui est garée en bas de chez vous quand vous la commandez. Voilà, on vous donne pas les clés, mais vous devez la ranger. Donc côté aussi en vidéo, donc ça c'est pour à mettre au pied du sympa, on va juste les citer. On a forcément les coffrets intégral Hobbit et Seigneur des Anneaux, donc de l'ami Peter Jackson. Donc cette fois c'est les coffrets intégral qui rassemblent les 6 films. Ça aussi il y a 50 DVD. Voilà, à peu près 50 DVD, 50 Blu-ray. Donc c'est sorti donc le 16 novembre. On a à la fois un coffret intégral version cinéma et aussi un coffret intégral version longue. Comme ça vous savez quoi offrir à Marc Moquin pour son j'ai pas vu la version longue. Voilà, c'est pour ça, il serait temps qu'ils s'y mettent. Donc à préciser bien sûr que les versions 3D des Hobbits ne sont pas incluses dans ces coffrets. C'est juste des versions 2D, donc ni les versions cinéma ni les versions longues n'ont la version 3D à l'intérieur. Et aussi un autre beau coffret, mais là c'est uniquement en DVD, c'est un coffret 50 films Clint Eastwood. Bon là, si vous n'avez aucun film de Clint Eastwood, vous ne pouvez pas passer à côté de ce coffret qui remonte de son tout premier film, enfin d'un de ses tout premiers films, donc je crois que c'est pour quelques dollars, pour une poignée de dollars, ouais. Qui retrace jusqu'à American Sniper, sorti l'an dernier, juste avant celui, ce serait pas mal, ou même juste après, au pied du sapin, ça fait toujours plaisir aux amis cinéphiles. Et sinon, côté événement, on va finir par en parler. Donc, côté événement, on a le TCM Festival, donc Turner Classic Movies, qui est une chaîne de cinéma consacrée aux grands films américains, pas forcément de l'âge d'or, mais du film hollywoodien en général. Et donc, qui se déroule au cinéma Les Fauvettes, dont on avait parlé dans notre dernière émission, du 24 au 27 novembre. Et donc, on voulait en parler. Ouais, ils vont quelques mois dessus, ils vont diffuser quelques classiques. Alors, en l'occurrence, tu as parlé de Clint Eastwood, il y a une rétro Clint Eastwood. Alors, il y a Bird, L'Homme des Hautes Plaines, Grand Torino, L'Inspecteur Harry, Bon, la Brute et le Truand. Enfin, voilà, il y a entre guillemets quelques-uns de ces grands films. C'est toujours difficile d'être exhaustif quand on a une telle carrière, mais c'est bien, il y en a quelques-uns comme Bird ou son premier film en réalisateur, Un frisson dans la nuit, qui sont des films pas forcément très connus et qui mériteraient justement d'être plus connus. Il y a aussi, un petit entre guillemets plus important, la projection de la version restaurée
de police fédérale Los Angeles de William Friedkin, donc fraîchement restauré, 4K, réétalonné, tout le tralala. Il y a aussi John McCabe. Et il y a aussi John McCabe, voilà, je voulais en parler. Donc on en a parlé plutôt parce que Vilmos Zsigmond, et on en reparle aujourd'hui aussi parce que la coïncidence fait que Leonard Cohen est mort il y a maintenant une petite semaine, une dizaine de jours. Et le hasard fait entre guillemets bien les choses. Il y aura cette projection au Fauvet qui du coup synthétise à la fois l'hommage pour Vilmos Zsigmond qui fait une photographie qui a tombé par terre et Leonard Cohen puisqu'il a signé toutes les musiques du film, The Stranger Song, voilà, c'est l'occasion de voir en plus un film qui a été difficilement trouvable pendant longtemps. Par exemple en Blu-ray, même en DVD il existe voilà, pas. C'est un Robert Altman qui est passé longtemps à la trappe, un peu éclipsé derrière les MASH ou derrière les privés. D'autres Robert Altman plus connus, donc le voir sur grand écran, version restaurée, avec une telle photographie, une telle musique, je pense que ça ne se refuse pas. Voilà, donc le TCM Festival qui se déroule au Fauvet du 24 au 27 novembre. Commencez à prendre vos places puisque là déjà les salles sont déjà pas mal remplies, donc il reste encore quelques places, donc allez-y les yeux fermés, mais ouvrez-les une fois que vous entrez dans la salle. donc aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique et revoyez-nous sur YouTube. Donc merci d'avoir écouté notre deuxième podcast du Festival des bons films pour les sorties du 16 novembre. Donc évidemment, comme pourrait très bien le dire Claude Lelouch, aller voir des films c'est bien, mais en voir des bons c'est mieux. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain podcast. Merci.